Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi dès 6h. Bonjour à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. J'ai comme l'impression que les 2 premiers épisodes des sélections vintage vous ont beaucoup plu. Et ça tombe bien, j'ai adoré vous les préparer. D'ailleurs, le 3e volet, sur la tranche des 3 à 6 000 euros, sera en ligne durant l'été. Comme chaque semaine, je vous dis merci de vive voix. Merci à tous ceux qui prennent quelques secondes de leur temps afin de m'envoyer un MP. C'est super gentil et ça me touche beaucoup. Cependant, vous savez ce qui serait encore mieux et qui aiderait la chaîne ? Que vous mettiez ce message dans un commentaire, accompagné d'une note sur les plateformes de podcast. Je sais, vous entendez souvent ce genre d'incitation, mais vous savez, c'est vraiment la meilleure façon de m'aider à faire progresser DM&V. Encore merci à vous tous. Et maintenant, place à l'épisode 88. Un épisode dans lequel je reçois Fabrice Pouget, le créateur d'une marque qui était au Timefest et que vous avez peut-être rencontré. Matt, Mer Air Terre, une marque qui fête ses 20 ans cette année. 20 ans, c'est l'âge parfait pour faire le bilan, se retourner sur les années passées et en envisager d'encore plus belles. Fabrice, c'est un discret, un authentique, un qui ne triche pas. Et vous allez voir que sa pudeur s'entend même bien souvent au micro. Ce que j'ai trouvé touchant est le signe d'une grande sincérité. Il se confie très rarement, ce n'est pas vraiment le genre à se complaire, à se raconter. Et je suis heureux qu'il ait choisi le micro de DM&V pour nous parler. On revient donc à l'histoire de Matt, mais aussi celle de sa dernière création, la Picobello. Une montre qu'il a clairement conçue pour faire plaisir aux fans de la marque et plus largement aux amateurs de tools purs et efficaces. D'ailleurs, on a même fait une petite vidéo sur YouTube, disponible en même temps que cet épisode. N'hésitez pas à aller y jeter un œil après l'échange. Je vous souhaite une très bonne écoute. Les amis, je vous parle souvent du plaisir et de l'énergie que je mets au service du podcast. Mais au-delà de ça, au service de notre passion commune, à savoir les montres. Et il y a des jours où le plaisir est décuplé, notamment lorsque je reçois au micro les invités que je souhaitais originellement lorsque j'avais fait ma petite wishlist à la création du podcast. Mon invité commence à sourire en entendant ça. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une personne dont je suis l'évolution depuis 20 ans maintenant et dont, en bon amoureux de montres professionnelles, j'aime particulièrement les productions. Il s'agit de Fabrice Pouget, fondateur de MAT, acronyme de Mer Air Terre. Salut Fabrice. Bonjour Édouard. Merci de me recevoir. Mon cher Édouard. Merci. Quel nouvel exercice. Putain, ça va pas être facile avec lui. Merci de me recevoir dans ton showroom parisien, 18 rue Vignon, dans le 9. On s'est vu il y a pas si longtemps que ça au Timefest. Tu faisais partie des 48 marques qui nous ont fait confiance et qui étaient venues à la rencontre de leur public, des amateurs. Et là, tu m'as montré la dernière production, on va en parler, l'incroyable Picobello, dont on va parler un peu plus tard. Et je dois dire que, et tu peux en témoigner, j'en suis tombé amoureux, rappelle-toi quand on s'est vu, tu me l'as passé, j'ai dit waouh, ça c'est beau. Et j'ai commencé à décrire tous les trucs qui me plaisaient. Je dis il faut absolument qu'on fasse un épisode ensemble vite. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Mais avant cela, on va parler de toi, on va parler de ton parcours, tes débuts, les débuts de l'aventure Matt. Bref, comme toujours, on va parler du chemin. Est-ce que, d'abord, pour commencer, tu peux te présenter, Fabrice, s'il te plaît? Bonjour Édouard, bonjour à tous. Soyez indulgents, il est un petit peu stressé au début. Alors en fait, tout a commencé il y a une trentaine d'années. J'ai eu mon premier job dans l'horlogerie par l'international et par le marketing. Je travaillais pour France Ébauche, la célèbre usine de fabrication de mouvements, qui était le leader français. Et on exportait nos productions dans le monde entier. J'ai suivi pour eux les ventes en Europe, notamment l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Puis ils m'ont envoyé aux États-Unis et ensuite en Asie pour vendre des mouvements français et suisses aux fabricants de montres, aux marques de montres. J'ai absolument adoré tout l'univers technique, le développement des mouvements et ça a été une révélation pour moi. J'aimais d'ailleurs beaucoup l'objet au départ. Mais toute la partie développement et le fait d'être en contact avec le bureau d'études et les usines m'ont vraiment fait craquer par rapport à ce métier. Donc ça, c'était il y a 30 ans. Petit à petit, en voyageant le monde et en développant des fabrications pour les différentes marques, j'ai intégré les designs de chacun, etc. Et j'ai tout naturellement eu envie de travailler le produit terminé et commencer la fabrication des composants.
Donc là, je me suis mis à mon compte dans les années 2000, en 2000 exactement, à l'âge de 30 ans, avec déjà une belle petite expérience technique en horlogerie. Et là, j'ai eu accès en fait au savoir-faire du développement produit, la belle fabrication des boîtiers, les cadrans, les aiguilles, etc. Et j'ai toujours été attiré, malgré mon profil marketing, par la partie produit. Et d'année en année, en fait, en fabriquant des designs pour les autres, en développant des montres nouvelles, en intégrant le positionnement de chacun, etc., j'ai développé un vrai plaisir à aller de l'avant et je voulais tout naturellement démarrer ma propre marque. Tu vas un peu vite là, parce qu'il y a des trucs qui font parler de toi aussi et qui, je trouve, donnent l'explication de Matt et de la naissance de Matt, si je puis me permettre. Tu avais commencé dans études marketing, tu en avais parlé, c'est ça? Tu avais fait pas mal de séjours, Angleterre, US, je crois que tu avais déjà commencé à être à vocation internationale, si on peut dire, et tu avais fait ton service national. Chez les pompiers de Paris, effectivement. Ouais. Je pense que c'est important tout ça, parce que ça a vraiment démarré là, si je comprends bien. En fait, j'ai toujours été intéressé par l'institutionnel. Je suis rentré chez les pompiers de Paris après mes études de commerce international. Par le rugby, par le sport. Et ouais, ça c'est un socle de valeur hyper important aussi. C'est ce qui m'a toujours permis de pouvoir discuter avec des gens de différents horizons et de m'intégrer et de partager des expériences qui ne sont pas du tout les miennes, qui permet aussi de comprendre le métier de chacun, la technicité de chaque métier. Pour moi, c'était une phase dans mon apprentissage en tant que jeune homme, on va dire. Ouais. Je sais pas si ça se dit toujours ça. En tant que jeune franc-comtois. Donc, ouais, donc France et Bosch, responsable des ventes Europe, c'est ça. Exactement. Puis directeur commercial. Dirco. Ouais. Donc et c'est là où effectivement tu es recruté par un de tes clients, c'est ça? T'es chassé en fait? Je suis chassé par mon plus gros client qui souhaitait en fait s'internationaliser. Ouais. Et c'est lui qui m'a appris en fait la fabrication des boîtiers, la fabrication des cadrans, etc. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à voir entre le bureau d'études, mais aussi d'aller dans les usines et de voir comment vraiment on fabrique une boîte. Hyper passionnant quoi. Ouais, c'est génial parce que tu vois les mecs derrière les machines et tu vois l'incidence d'un design sur la fabrication vraiment pure, en direct du boîtier, du cadran, etc. Et en fait, pour chaque métier, d'ailleurs, chaque sous-traitant a un job vraiment spécialisé. Pour la fabrication de chacun des composants, tu as des spécialistes avec la maîtrise de différentes machines. Les polisseurs sont ultra importants pour la fabrication d'un boîtier, mais tu as le polissage à la main, tu as le polissage machine, etc. En fait, c'est un sujet qui est extrêmement riche et très varié parce que pour chaque composant, c'est des spécialités poussées à l'extrême. C'est de l'établissage en fait et chacun fait son truc et chacun est spécialisé. Et ce qui paraît simple finalement dans la fabrication d'une montre, c'est une quantité infinie d'étapes finalement. Ah, c'est une somme de petits détails. Tu as le savoir-faire du design mais qui est forcément lié à un savoir-faire de fabrication avec des gens qui sont spécialistes dans un domaine très très particulier, très pointu. Ouais. Ce que m'expliquait, je sais plus qui m'avait dit ça comme ça en off un jour en me disant ce qui est fou, c'est quand tu soumets à des sous-traitants, tu dis je veux tel boîtier avec telle forme, et en fait, et ça c'est très suisse quand même, où les gars te disent, ils te ressortent un projet qui n'a rien à voir, ils font non mais nous on a pensé on va le faire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait tu te demandes quelque chose et on te renvoie un projet où les types s'adaptent pas à ta demande, mais te disent de t'adapter à la leur quoi. Oui. Tu connais bien ça, non? J'ai appris avec eux, donc je pense que c'est quelque chose. Ça, c'est quand même dingue. Alors, je te donne une anecdote. En fait, une fois, ça faisait déjà quelques semaines de développement, quelques mois sur un design spécifique. Et je pensais que c'était une blague. En fait, on était avec le client et le designer. Il dit, en fait, il faudrait limer le prototype. Et donc, j'avais l'impression que c'était une expression consacrée dans le jeu. Tu t'es dit, je connais pas ce jargon. Tu fais le mec qui a compris, mais en fait, non. Le mec quitte la salle de réunion. Et en fait, il part avec le prototype que j'avais amené et il revient avec vraiment, il avait limé la corde et il dit je veux exactement la corde, c'est la montre que je t'ai montrée tout à l'heure dans ma collection personnelle, parce qu'en fait c'était la somme de deux rayons qui finissaient en gouttes d'eau, donc la corde avait une forme particulière, on n'arrivait pas à le synthétiser en 3D. Et on est passé par la lime à l'établi, etc. Et donc après, je devais réintégrer cette forme en 3D. Mais c'est ça qui est génial avec notre métier, c'est qu'il n'y a rien d'écrit et tout peut se créer, quoi. C'est un peu ce que tu m'as dit. On a pris un café avant.
au café d'en face et tu m'as dit, pour la Picobello, j'ai changé un truc. C'est quoi la différence de dimension que tu m'as sorti? Ah, c'est 3/10 de millimètre pour c'est 3/10 de millimètre pour les chiffres du réo de cadran, mais ça change visuellement vraiment l'aspect de la pièce. Donc, mais c'est une somme de détails. On démarre d'une page blanche et puis au départ, on crée des cotes, on a de la place un peu partout. Et puis, plus on avance dans le développement, plus on doit faire des choix techniques, choix aussi esthétiques. Et à la fin, on a plus de place nulle part, quoi. Donc le 3/10, si tu veux, de millimètre. Oui, qui a l'air de rien, en fait, c'est un peu l'effet boule de neige, quoi. Voilà, donc c'est un effet. Ça change tout. En fait, c'est un effet de rayon qui nous permet de gagner ces quelques dixièmes de millimètre, sachant qu'on a une tolérance de 0,15 mm entre le verre et le bord du cadran. Voilà. Mais c'est ça qui est génial avec l'horlogerie. Et ce qui est à la fois ingrat mais aussi gratifiant, c'est qu'avant d'avoir le résultat final, tu es en recherche permanente, tu peux passer des centaines d'heures de développement sans avoir un résultat esthétique qui est convenable, et puis tu peux passer à côté de la solution esthétique, et au final tu retravailles le design. Et c'est là que c'est gratifiant, puisque on dit, ah putain, c'est génial, mais t'es passé par des hauts et des bas. Les gens voient que le résultat moral, d'ailleurs. C'est un peu le problème parfois d'aujourd'hui, quand tu vas sur Internet et sur les réseaux, les gens ne voient que le résultat final du travail de quelqu'un, mais ne voient pas la somme des heures et des choses et des sacrifices qui ont dû être faits pour en arriver là. Je me dis, mais attends, c'est super simple en fait. Un design simple, finalement, est la somme d'heures de choses. Ta Picobello, on va en parler plus tard, qui a l'air excessivement simple. En fait, tu as dû y passer un temps infini. On y passe un temps infini, et en plus, tu as une partie d'affect, parce que tu travailles à la fois avec un designer qui a une certaine sensibilité par rapport aux produits, etc. Donc on a une culture générale horlogère qui est assez similaire. Il a 30 ans de métier dans le design. Il a travaillé pour les plus grands. Donc on a des référentiels communs. En revanche, il y a toujours une discussion pour savoir si on doit la faire plus fine, moins fine, les cordes etc. tombantes, plus tombantes, un chanfrein, pas de chanfrein, un brossage. Donc tu as ce côté affectif avec le designer, et puis après tu dois décider avec les ingénieurs. Et tu dois trouver le meilleur compromis entre la raison et la passion. Exactement, les deux. Et pour arriver à l'affect que tu peux avoir par rapport à un produit, qui est quelque chose de pas quantifiable, quoi. C'est la somme de ce travail. Et là, avec le designer, avec les techniciens, les ingénieurs, qui vont te permettre d'avoir un rendu final qui est satisfaisant. Et au final, c'est satisfaisant quand ça plaît. D'abord à soi-même, mais ensuite à ton entourage proche. Et puis, donc d'ailleurs, mon entourage proche est parfois fatigué parce qu'il voit pas la différence entre la version 2 et la version 12. Mais on continue de travailler. Et puis ensuite, après, c'est le premier cercle. Et puis après, tu la dévoiles au public. Mais c'est vachement gratifiant de pouvoir présenter le produit fini quand tu es arrivé à ce qui te plaisait dans ton imaginaire, quoi. Tu m'étonnes. Combien de temps t'as bossé chez France et Bosch ? Moi, j'ai bossé 5 ans chez France et Bosch. J'ai appris toute la partie technique vraiment chez eux. J'étais pas du tout issu d'une famille horlogère. D'ailleurs, j'ai rencontré quelques difficultés pour m'intégrer au marché. C'est vrai, t'as senti un peu le... Ah, ils voulaient pas me recevoir parce que ma famille n'était pas dans l'horlogerie, etc. Sans déconner. T'étais pas du sérail. Bien que franc-comtois, je n'étais pas du bon département non plus. Non, mais en fait, ça a commencé avec des questions un peu vaches, très techniques. Ah oui. Donc, j'allais avec le grand-père au bureau d'études pour répondre aux questions ultra techniques dont eux-mêmes n'avaient pas la réponse. Ah oui, je me suis accroché et j'ai appris comme ça, en fait. Donc, assez fermé quand même. Génial. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus fermé que maintenant. Tu sais, c'est comme, ça me rappelle, et je pense que des Bordelais se reconnaîtront quand je dis ça, le côté un peu fermé, château qu'on pouvait avoir à Bordeaux il y a 20 ou 30 ans, et où les mecs, en fait, te demandaient d'une part d'où tu étais, et ensuite, ils te demandaient dans quelle école tu avais été. Et selon l'école, privée, pas privée, tel endroit, de suite, tu étais dans une case. Si tu étais à Libourne, à Bordeaux, à Saint-Genès, à Tivoli, ce que tu veux, c'était pas la même chose, tu vois. Et c'est assez marrant comme, tes curseurs, où tu étais fermé ou pas sur des trucs, selon tes origines géographiques ou ce que tu avais fréquenté. Figure-toi qu'en plus, c'est une autre de mes passions, c'est la viticulture, l'œnologie, etc. Oui, j'adore ça. Il y a plein de liens en parallèle avec le patrimoine, avec laisser le temps au temps, le travail de la qualité, etc. D'année en année, on peut le mettre en perspective sur des générations également.
Et donc, tu soulignes un point très important parce qu'en fait, l'horlogerie, tout comme le vin, le vignoble de Bordeaux, c'est un marché de place, en tous les cas à l'époque. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux acheter. Tout à fait. Il faut montrer patte blanche. Et dans l'horlogerie, c'est exactement la même. Tu peux pas dire j'ai un design fou, etc. J'ai de l'argent, on va développer une montre. C'était comme ça à l'époque. En fait, tu ne pouvais pas, à moins de franchir des étapes de confiance et d'intégration, tu ne pouvais pas te présenter simplement et lancer ta montre. De cooptation, de je viens tout à fait. De la part d'eux, etc., etc. C'est fou quand même. Et il te faut en fait il te fallait un passé technique pour être entendu et écouté, quoi. Ouais. Et c'est je trouve, je fais une petite digression, un verrou qui a quand même beaucoup sauté maintenant, où on se rend compte que à peu près tout, enfin les cloises, c'est quand même pas mal décloisonné. Quelqu'un qui n'est pas du sérail maintenant, c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il y a autant de marques qui se lancent. Il y en a entre 5 et 7 par semaine, des marques indépendantes qui se lancent. Parce que justement, la barrière à l'entrée est quasi inexistante maintenant, finalement. C'est assez facile. Il n'y a plus de barrière. Ouais. Aujourd'hui, tu as 30 000 balles et un projet, tu fais une montre, concrètement. Ça, c'est totalement démocratisé. Ouais. Et tu peux commencer dans ton grenier. C'est la raison pour laquelle il y a n'importe quoi parfois. Oui, mais il y a de tout. Après, il y a de très bonnes choses. Mais c'est stimulant qu'il y ait cette nouvelle génération qui propose des nouvelles créations, un point de vue différent sur l'horlogerie. Ça bouscule les codes et c'est très bon, ça. C'est très bon pour l'horlogerie, en fait. C'est très bon et je trouve qu'on a une petite analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'on ressent à notre petite échelle un petit peu le sentiment que devait ressentir dans les années 70 avec cette ébullition de modèles qui sortaient, de nouvelles formes de trucs, puisque là, tu as quand même beaucoup de choses qui changent, je trouve. On arrive à un virage maintenant très important entre la montre connectée, entre les montres, la partie Moonswatch qui a quand même changé beaucoup de choses aussi, le post-Covid, la distribution. Enfin, t'as énormément de choses qui changent. Les réseaux sociaux qui ont beaucoup d'influence là-dessus, un petit peu comme l'explosion du Quartz 170 qui a apporté du bon ou du moins bon concrètement. C'est à la fois plus facile de les fabriquer entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a accès aux fabricants de manière plus naturelle. Et plus facile, oui. Et puis, c'est vrai qu'avec la digitalisation, tu as aussi la possibilité de toucher une communauté sur une certaine sensibilité de produit, sur un certain positionnement, sur un certain design. Alors qu'à l'époque, c'était quand même très traditionnel, et à la fabrication et à la vente. C'est vrai. On voit les montres de plongeurs à l'époque qui s'achetaient à Marseille pour les plongeuses, chez un tel, et tu t'achetais quelques pièces. Enfin, c'était vraiment... Et les mecs vendaient aussi des trucs de la spirotechnique. Enfin bon, Alors, j'ai justement fait des recherches sur la montre de plongée. En fait, la montre de plongée démarre vraiment dans les années 80, avec la plongée qui devient un sport loisir. Ouais. J'ai trouvé absolument aucune pub. C'est dingue. Il y a absolument rien. Ou alors des pubs un peu maladroites. Achetez-la, il est étanche. Mais tu regardes des pubs, déjà j'en parle récemment sur les Doxa, sur les ZRC et compagnie. C'est des pubs très maladroites. C'est marrant, c'est des pubs très directes. Mais c'est cool aussi. C'est direct, ça s'achetait dans les boutiques d'accastillage. Exactement. Pas du tout chez les bijoutiers. Ouais. Et puis maintenant, quand on voit l'essor des montres de plongée qui ne servent pas nécessairement à aller plonger puisqu'on a maintenant des ordinateurs de bord. C'est ça. On les retrouve chez les bons bijoutiers. Il y a des marques qui ont un passé extraordinaire. Et elles restent en boutique parfois 6 mois, 1 an, 2 ans avant d'être vendues. C'est autre monde, quoi. C'est un autre monde, oui, tout à fait. En si peu de temps. Quand naît en toi l'idée de faire ta marque alors ? C'est quand que il y a bien un jour ou un moment où tu as senti ce truc, cette idée qui naît et qui germe dans ta tête ? J'ai toujours été attiré par la partie design et la création, et le fait de l'avoir pratiqué pour d'autres, je me suis fait mes propres tours de main, mon propre goût, etc. Parce qu'avant de créer sa propre montre, je pense qu'il faut avoir une culture horlogère. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelles sont les références qui te plaisent, qui sont marquantes dans les... je sais pas, tu peux remonter à un siècle, puis les 50 dernières années, etc. Donc je pense que, moi, ça m'a beaucoup aidé de fabriquer pour les autres et de dessiner pour les autres, parce que j'avais un affect, mais que j'appliquais à une image d'une marque. Et le fait de réaliser cet exercice avec différentes marques qui ont
différentes valeurs, différents designs, différents marchés. On a le droit de dire les marques pour qui tu as travaillé ou pas? Non, pas trop. Je suis plus suisse que franc-comtois de ce côté-là. Je suis assez muet. Je crois que les franc-comtois sont pas des gens très bavards. Des grandes marques connues, on est d'accord. Oui, voilà, plutôt des grands. Des grandes marques connues. Ouais, exactement. Et donc, et on te demandait de l'adresse, on te demandait de la classique, de la sportive, ou tu étais plutôt spécialisé dans la bonne tool des familles? Alors j'ai fait des pièces très élégantes, j'ai fabriqué des montres. Je t'imagine faire que des tools en fait. J'ai fait des montres avec des empirés diamants. Ah ouais. J'ai fait des bijoux pour madame également. Je me suis aussi beaucoup amusé à une époque à fabriquer des montres pour les enfants. Trop bien. Très 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 compliqué de fabriquer des montres pour les enfants parce que au final, je fabriquais des pièces en aluminium très colorées, etc. Ah, c'était toi. Et je me souviens d'une petite anecdote. Le fils qui avait, je pense, 6-7 ans, de ma meilleure amie, je l'avais pas vu depuis longtemps, je dis, je vais offrir une montre à ton fils. Et je sors ma collection et je voyais bien qu'il y avait absolument rien qui plaisait au petit. Et donc le regard des enfants, en fait, c'est la couleur. Alors la couleur, en fait, c'était la tête. Il y avait la tête de personnage à un moment donné. Il a flashé sur la tête du petit chien qui avait été dessiné avec des membres un petit peu, avec des yeux plus grands que la moyenne, disproportionnés, jolie truffe et oh, le chien, je veux celle-là. Donc en fait, on fabrique pas des montres, on dessine pas des montres pour se faire plaisir. Il faut bien sûr que le design nous plaise, mais c'est ultra important. Et ça amène beaucoup d'humilité aussi parce que il faut qu'on rencontre sa clientèle et il faut que ça te plaise, mais il faut aussi que tu aies une raison d'exister en tant que marque. C'est-à-dire que si tu fais la même que le voisin, je trouve que c'est pas très intéressant. Et la vraie difficulté dans le design, c'est d'avoir son identité propre. D'être reconnaissable au poignet sans lire la marque. Tout à fait, ouais. Ça, c'est dur. C'est en plus, comme tout a déjà été fait, réfléchi, fabriqué, dessiné, etc. C'est pas simple de réinventer un modèle ou d'apporter sa pierre à l'édifice. Et ça a été ta première préoccupation quand t'as lancé Matt. Est-ce que tu t'es dit justement, je veux faire un truc qui soit reconnaissable, ou t'avais déjà une idée, t'avais déjà un dessin de boîte, comment ça se passe tout ça, la genèse de tout ça? Alors en fait, t'as déjà ta culture horlogère, t'as des pièces que tu aimes bien, etc. Et là, en fait, au départ, la première Matt n'a pas été faite à l'intention de création de marque. Je l'ai fait pour faire plaisir. Je l'ai dessiné pour faire plaisir à un membre de ma famille, qui avait donc intégré une unité spéciale. Et je l'ai faite pour partager ma passion et faire plaisir en fait à mon frère. Voilà. D'accord. Et alors de manière assez exceptionnelle, on ne m'a jamais autant remercié, alors que j'ai fabriqué des dizaines de milliers de montres, on ne m'avait jamais autant remercié qu'à cette occasion. D'accord. Parce que quand tu travailles dans l'industrie, en fait, tu sais, tu es toujours sur la corde raide et tu dois respecter aussi des délais, de la qualité, évidemment. Complètement. Et un cahier des charges. Donc, tu as un cahier des charges, tu as la supply chain management. Même si tu es le plus pro et que tu es extrêmement performant, en fait, tu redémarres à zéro à chaque projet. Ouais, je comprends. Avec des risques de fabrication, avec des risques de qualité, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu fabriques une montre, tu as entre 15 et 20 artisans qui vont participer au projet. Donc tu es vraiment maître d'œuvre, chef d'orchestre. Chef d'orchestre, c'est ça. Et tu dois gérer chacun. Et s'il y en a un qui est défaillant, évidemment, il va embêter, gêner le développement de tous les autres. L'équipe peut changer en cours de route assez souvent, ou globalement tu gardes la même équipe de début à la fin? Non, je garde la même équipe. Parce que sinon c'est le bordel quand même. Non, surtout on aime la stabilité. Pour avoir de la qualité, il faut des gens de qualité, il faut des machines de qualité, il faut un environnement de qualité. Et des gens qui s'écoutent aussi, parce que comme tu dis, chef d'orchestre, il ne veut pas que ce soit la cacophonie. Un, il faut que toi tu saches trancher. Et deux, il faut que tu aies des gens qui n'imposent pas leur point de vue. C'est dur, ça, quand même, parce que chacun voit un peu, tire la couverture de son côté, non, quand même? Alors justement, tu es là pour donner raison à celui qui est le plus objectif possible et qui maîtrise la technique. Et ce qui va le plus servir le projet. Et voilà, et de rendre les autres plus raisonnables. Putain, ça doit pas être ça facile, ça. C'est pas évident, mais c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une certaine expérience, parce que tu gères aussi des hommes. Et t'as les égos de chacun à gérer. Ça aussi, Et il y a des caractères. Et toi, t'es du genre à t'effacer, à dire les choses, à péter un câble d'un coup? T'es l'eau qui dort, t'es quoi, toi, dans ce cas-là? Alors, comme j'ai 30 ans de métier, je suis beaucoup plus calme.
T'as des gens qui sont colériques après 30 ans de métier, tu sais. Non, mais t'as quand même beaucoup de pression quand tu es dans l'industrie. Tu peux pas aller plus vite parce qu'il y a les critères de qualité qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Non, il faut être assez. Il faut être à sa place en fait. Faut recentrer le débat à chaque fois. T'es médiateur quelque part aussi. C'est un peu médiateur, mais tu dois aussi proposer quoi. Ouais, c'est quand même toi qui dois donner la ligne de conduite. D'ailleurs, avec le même artisan, il va travailler plus ou moins bien en fonction du client. Parce que si tu as une maîtrise sans vraiment maîtriser le métier de chacun, tu dois comprendre le métier de chacun. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et si tu as déjà une expérience dans son domaine, il t'écoutera davantage. Il y a une forme de respect. Tu sais, c'est comme quand tu as des artisans, quand tu as des travaux à faire dans une baraque, si le mec voit que tu connais que dalle, il te respecte pas, il te fera n'importe quoi. Il va pas t'écouter, ouais. S'il arrive et voit que tu maîtrises le truc et tes forces de proposition, en général, ça se passe très bien. Tout à fait. C'est exactement la même chose en fait. C'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Il y a une forme de respect quelque part qui s'instaure. Ouais, donc tu crées la marque. Pourquoi des tools watch? Écoute, j'ai toujours apprécié le voyage, l'action, l'aventure, etc. Et donc pour moi c'était l'occasion de réaliser des belles montres techniques. Bah, ça fait rêver un avis. Enfin, je sais pas, je n'avais pas fabriqué de l'horlogerie. J'aurais bien aimé travailler pour un château à Bordeaux, par exemple. Mais tu devais être comme un coq en pâte quand tu étais à l'Institut Magret. Hein. J'aurais adoré être rugbyman professionnel ou aviateur. Ou, voilà. Mais on retrouve, comme je disais tout à l'heure, un socle de valeurs communes entre le rugby, tous les milieux professionnels aussi. Tu as lancé quand même Mer, Air, Terre. Le nom, d'ailleurs, t'es venu de suite, où il y a eu un nom de code au début. Non, c'était déjà Ematé. Moi, j'ai toujours dit Ematé, d'ailleurs. Je dis Mat, mais avant de te connaître, j'ai toujours dit Ematé. En fait, les deux peuvent se dire. Moi, je suis fan de Jules Verne, donc quand j'étais enfant, j'adorais Le Tour du monde en 80 jours, 20 milieux sous les mers, etc. Donc, évidemment, quand tu rencontres des gens qui vivent de leur passion, comme un mec qui fait un tour du monde en voilier, d'ailleurs, ils le font en 80 jours, le Vendée Globe, c'est 80 jours. Ouais. Je rencontre par l'horlogerie des gens qui vivent de leur passion. Ouais, donc c'est absolument génial. Ouais. Et donc je développe des produits qui sont la source de notre échange sur des passions communes de la technique, de la technicité. Donc, quand on était partenaire de l'America's Cup, j'ai vu la construction du bateau, j'ai vu les différents fournisseurs, j'ai évidemment côtoyé l'équipage, les marins, etc. Donc c'est à la fois une entreprise qui a de la passion, qui amène de la technicité, donc je suis totalement dans mon domaine. T'es vraiment, à chaque fois, et on va parler de toutes les collaborations que tu as pu faire, justement, avec tout ça, t'es parti d'un cahier des charges, en fait, directement de ces professionnels, que ce soit des marins, que ce soit des professionnels, l'armée, que ce soit, voilà. Exactement, ouais. On t'a demandé un truc, un cahier des charges, en disant, voilà, on doit faire ça avec, et t'es parti de là. Tu dois t'imprégner de leur métier, tu dois quasiment, enfin, ce qui est encore plus génial, c'est de faire le tour de bateau et de comprendre les chocs que tu peux subir sur un voilier de course. Pour comprendre que la montre doit être ultra robuste, bien lisible, etc. Tu partages leur passion et tu comprends leurs besoins, en fait. Et même en tant qu'horloger, c'est vraiment génial de pouvoir partager la vie de ces mecs-là, au moins pour un instant ou pour une journée ou plusieurs jours. Ouais, j'adore ça. Ouais. C'est génial. Et tu fais encore ça ? Bah, autant que possible. Ouais. J'ai besoin de venir avec vous pour comprendre ce qui se passe quand vous êtes Ça fait quelques années que je fais un tour de jet, mais j'ai toujours pas réussi. Je vous fais la montre pour rien. Comment ça la réputation s'est forgée? Parce que au départ, oui, t'as fait France Bosch, ok, t'as lancé ta marque, mais qu'est-ce qui fait au début que tu commences à être connu et qu'on commence à te solliciter? Alors, c'est pas du jour au lendemain, en fait. C'est pour ça. C'est vraiment un travail. Tu t'imagines dans ton bureau en train de dire, ok, là. C'est vraiment un travail de chaque jour, et non, c'est long et pénible. Surtout qu'à l'époque, si tu veux, il y avait moins de digitalisation. De façon de faire savoir, bien sûr, il y a 20 ans. Donc voilà, avant de dire, tu peux fabriquer des montres professionnelles, des montres qui sont techniques, etc. Mais il faut un premier client qui est content, qui en parle à son entourage, etc. Ouais, carrément. Et non, c'est très long. D'ailleurs, je suis content d'avoir démarré cette aventure, mais je pensais pas qu'elle allait être aussi compliquée au départ. C'est vrai. Oui, c'est clairement un parcours du combattant. C'est une remise en question permanente. De toute façon, c'est la vie d'un entrepreneur en général. Oui. En plus, c'est quand même des produits qui sont difficiles à fabriquer, qui nécessitent quand même un investissement.
Donc tu as de la technicité. Moi, si tu veux, ma force, c'était de maîtriser le métier, d'avoir la confiance d'artisan. Tu vois, démarrer une première collection, il faut le temps de la dessiner, de la fabriquer, de livrer tes premiers clients. Ils en sont contents. Il se passe déjà 2 ans, 3 ans. Et puis, tu vois, une deuxième ligne de produit, ça a pris des années. Non, en fait, c'est vraiment une construction dans le temps où tu poses les fondations d'un projet. Après, tu vas d'un point A à un point B, tu as une droite, tu as un point C. D'ailleurs, on essaye ensuite de t'enfermer dans un triangle. Tu veux quand même développer ta créativité et sortir un petit peu de l'étiquette qu'on a voulu te donner. Donc ça demande encore de l'énergie de faire autre chose que ce pourquoi on t'attend. Et voilà, mais c'est ça qui est passionnant aussi. La remise en question en permanence. Se renouveler, voilà. Ouais, je comprends. Parfois un peu traverser du désert, effectivement, tu dois avoir des moments qui sont pas évidents, mais entre le moment où le début de l'idée et la commercialisation, il s'écoule combien de temps? Alors on va de plus en plus vite, je dirais, parce que on intègre du design et de la fabrication en même temps qu'on travaille l'univers dans lequel on est, puisqu'on le connaît déjà. Il y a des opérations que entre guillemets, que tu peux automatiser, je peux dire, dans ton processus quelque part, beaucoup plus facilement. En fait, pour bien comprendre, fabriquer une montre, il faut 1 an quand tu vas vite, 2 ans, c'est la moyenne. Ouais. Si tu veux fabriquer un mouvement, c'est plutôt de 3 ans à 5 ans, ça peut aller au-delà. Donc quand on dit que c'est rapide, c'est quand même c'est en années, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Un développement produit, quand tu fais que ça, c'est 6 mois de travail acharné. Donc on a déjà constitué des équipes, donc je sais qui je vais en fait travailler dans chacun des domaines. Donc c'est là où on a gagné du temps aussi. Et puis on se fait confiance. C'est une chaîne de valeur en fait. On se coopte les uns les autres et on sait qu'on peut y aller ensemble. Donc là on gagne du temps. Oui, donc effectivement, c'est ce que je voyais en général. C'était entre plutôt 2 et 3 ans pour une montre entre l'idée et la commercialisation. Et quand on est dans de la manuf, c'est plutôt 3-5 ans. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on voit en général. Premier partenariat avec le RAID, 2005, c'est ça. En 2004. Ouais, et tu l'as sorti en 2007, c'est ça? Je dis une bêtise. Non, on les a équipés en 2005 pour leur 20e anniversaire. Ouais, c'est ça. J'avais réalisé une première collaboration avec eux qui a permis d'équiper le RAID en 2005. Comment t'as fait pour faire avoir ce contrat? Parce que c'est extraordinaire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur ce créneau, c'est pas simple. Alors à l'époque pas, c'est depuis que c'est devenu... il y avait 2 marques essentiellement, 2 marques en devenir et on était plus dans le plaisir du développement de montres techniques. On ne faisait pas de marketing derrière. Oui. On était dans le plaisir. Aujourd'hui, c'est le marketing qui a pris le pas sur... Alors on a tous besoin de marketing, hein, mais... Non mais bien sûr. Mais c'était pas l'idée première en fait, c'était vraiment le... On a en mémoire tous, et le lancement de la Pélagos avec Commando Uber il y a quelques années, où on a quand même le sentiment qu'on était plus sur un développement marketing, même si ça a été très bien conçu. Mais la Tudor Marine Nationale a une histoire, donc ça date des années, bien sûr. Si je ne m'abuse, 60, donc eux ils revenaient aux sources. Ouais. Mais je veux dire, après, sur le développement, sur tout ce qui s'est fait, c'était intéressant, mais c'est vrai qu'on voit que maintenant on est quand même beaucoup dans de la communication pour beaucoup de marques. À une époque, Bell & Ross aussi beaucoup... sur ce genre de choses, par exemple. Ouais, j'aime pas trop parler des autres, t'as bien compris que c'était assez... C'est pour ça que je t'emmène là-dessus, j'aime bien te mettre à l'aise. En fait, je vais prendre du recul par rapport à ce qu'on se dit, et il est très difficile de créer son propre patrimoine pour une marque. Et donc, une marque qui a une existence de plusieurs dizaines d'années va aller rechercher dans son patrimoine... Et même ça, c'est difficile. C'est pas évident parce que est-ce que tu fais une réédition, est-ce que tu fais donc à l'identique, est-ce que tu vas rééditer en modernisant, etc. C'est des cheminements de pensée. Voilà. La chance qu'on a en étant indépendant et des entreprises agiles à taille humaine, c'est qu'on peut prendre des décisions assez facilement. À la différence de plus grands groupes horlogers, de plus grandes marques qui sont 10, 15, 20 à décider. En fait, au final, on ne sait pas qui décide. Oui, l'armée mexicaine. Et il y a l'appel. En fait, tu as aussi le côté quel est le besoin de tel marché, tel autre marché, etc. On est on est libre en étant indépendant et au niveau on maîtrise notre créa. Très agile, concrètement. Très agile et on peut se faire notre propre opinion. On a des réponses directes en posant des questions simples. Aux gens à qui on s'adresse. C'est ça que viennent chercher le RAID concrètement et d'autres. Quand ils viennent te voir, ils ont un interlocuteur qui les comprend, qui peut venir sur le terrain voir ce qui se passe,
c'est quand même... La prise de décision est rapide, parce que voilà. c'est aussi la passion, mais c'est aussi raisonné, on sait Bien ce sûr. qu'on peut faire. Il n'y a pas besoin d'appeler 50 services. L'engagement est pris assez rapidement, et il y a un climat de confiance qui s'instaure. On est loin du marketing absolu, etc. On est plus dans la franchise d'une relation. C'est la passerelle est toute faite. C'est concrètement ce que sont venus chercher beaucoup de personnes au TimeFest, justement, de voir des marques indépendantes. C'est vraiment ce côté où créateurs et repreneurs étaient là, on pouvait discuter en direct, ils ont pu discuter avec toi de la création de la Picobello. Enfin voilà, c'était génial, ça. T'as pu échanger avec. C'est la passion qui l'emporte. Ouais. C'est super. Et c'est vraiment ce qui était venu chercher les gens, concrètement. Et nous, en tant que marque, c'est génial de pouvoir, je t'expliquais toutes les difficultés, les hauts et les bas d'un développement, etc. Ouais. Quand tu arrives à un résultat, tu es vraiment content de venir présenter ta collection, d'expliquer tes choix, etc. C'est les deux parties plaisantes, vraiment très fortes pour moi dans le métier. C'est toute la partie développement produit. Et puis ensuite, la partie partage, communiquer avec les passionnés, d'expérience, et surtout quand tu as en face de toi, comme c'était le cas au TimeFest, des gens qui, entre guillemets, connaissent. C'est-à-dire que de suite, ils savent identifier et ils savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui pour eux va, ce qui pour eux ne va pas, etc. Donc là, tu as vraiment une clientèle, ou en tout cas des amateurs en face à toi, qui ont une culture. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est génial. Plaisant, ça, de suite. L'échange est d'autant plus riche parce que tu as des références en commun. C'est ça. Voilà. Ça, c'est génial. Certains connaissent la marque, d'autres pas du tout. Ceux qui la connaissent voient l'évolution de la marque. Donc c'est vraiment un échange. Mais en fait, pour moi, c'est ça l'horlogerie. C'est vraiment le partage d'une passion. Aujourd'hui, tu as fait combien de collabs à peu près par rapport à 200 près? Je saurais pas te donner un chiffre. Parce que tu peux nous donner des exemples de quelques collabs, en tout cas pour que les gens aient un petit peu une idée de l'éventail des choses que tu fais, avec qui tu les fais. Les professionnels, au moins plus de 100 collaborations, ça c'est sûr. Je saurais pas le quantifier vraiment. On mettra des exemples de montres de toute façon sur l'Insta. Non, par contre, ce qui est sympa, c'est de dire les différents univers, quoi. Côté mère, par exemple. Côté mère, si tu veux, j'ai des choses qui sont très très institutionnelles. Alors je vais rebondir. En fait, maintenant les bateaux sont des bateaux volants. Ouais. Et puis j'adore aussi les avions qui se posent sur des bateaux. Non, en fait, dans le mer et terre, t'as le côté pluridisciplinaire. Ouais. Effectivement, maintenant les bateaux sont des bateaux à foil, ils sortent de l'eau. C'est vrai. Et la techno, c'est la même techno que dans l'aviation, etc. Donc, oui, tout ça se croise, en fait. C'est clairement de soit polyvalente comme les outils professionnels. Et tu vois, c'est le maîtriser. Mer et terre, en fait, c'est aussi les trois éléments. C'est dire aller partout, quoi. C'est l'hydravion, c'est les références à l'aéropostale, c'est les premiers aventuriers. Et les marins d'aujourd'hui sont pour moi les aventuriers des temps modernes, parce que tu as une technicité de malade avec des bateaux en carbone qui sont extrêmement légers. Ouais. Les mecs ont vraiment des grosses capacités physiques pour tenir un bateau qui fait... Les coronets. J'allais le lire, voilà. Pour moi, c'est encore mieux. D'ailleurs, j'ai des anecdotes aussi là-dessus. Sur les coronets. C'est que j'aime bien j'ai beaucoup joué au rugby et j'adore ça. Et j'ai des copains qui sont marins, qui sont pas forcément des rugbyman, mais qui ont emmené des copains de l'équipe de France. Sérieux? Et en fait, si tu veux, c'est impressionnant quand tu as des creux de vague énormes et que tu as le marin qui est en train de régler, je sais pas moi, une vingtaine de bouts de manière assez fine. Et les gros rugbyman accrochés dans le bateau qui ne poussent plus du tout. Qui sont en train de vomir tout leur piquilios. Ils se demandent s'ils vont finir le voyage. C'est affreux quand moi j'ai eu une fois le mal de mer, une seule fois, où c'était vraiment une mer déchaînée en voilier, et c'est vrai que quand ça commence à te prendre, je me rappelle, j'avais envie de crever, quoi. C'était horrible. Non mais là, au-delà du mal de mer, tu sais pas quand ça va s'arrêter. Ah oui, tu sais pas jusqu'où ça va aller. La vitesse, et là tu sens la force de la nature, en fait. Et tu sens ton impuissance quelque part, et toi. T'es tout petit, tu restes à ta place gentiment. Comme dirait Jean-Christophe, ça rend humble. Ça rend humble, tout à fait, ouais. La mer, ça rend humble. Donc beaucoup oui, effectivement, beaucoup de collaborations, beaucoup de montres qui ont été créées from scratch par rapport à des demandes, par rapport à des choses comme ça. T'as quand même sorti une montre, je t'en ai parlé la dernière fois, qui m'a beaucoup fait rire, et c'est la Higmaster. Ah oui. C'est parti de quoi, ce délire là? Le temps passe les yeux durs. Tu peux nous en parler? Écoute, le temps passe les yeux durs, ça sort. Le fait d'être indépendant, on est libre.
Et figure-toi, pendant le confinement, je ne savais pas, je connaissais pas le devenir de l'économie de mon entreprise. Ouais. Je me suis dit, écoute, si tout ça doit s'arrêter, au moins qu'on se rende la gueule. Au moins qu'on se marre un petit peu. Et j'ai un copain qui s'inscrit à l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Et on a commencé à se dire, tiens, la cuisson de l'œuf et tout. Et donc, j'ai été chronométreur du championnat du monde de l'œuf mayonnaise. Putain. Mais en fait, j'ai redessiné un mouvement régate qui est un compte à rebours 10 minutes pour la cuisson de l'œuf. Et c'est une chose très sérieuse. Attends. Et donc, de cette petite anecdote et de rigolade entre amis passionnés d'horlogerie et d'œuf mayonnaise, j'ai passé un temps fou à développer la Eggmaster, que je voulais fun, ludique, etc. Voilà, ça c'est un exemple de développement horloger qui est juste passionnant, quoi. C'était incroyable. Et la montre est jaune et blanche. Enfin, il y a vraiment. Vous êtes parti. T'es parti dans un délire, et quand tu m'as dit, tu veux je t'envoie quoi, je dis la Eggmaster. Parce je trouve qu'elle est drôle, quoi, cette montre. Franchement. On a fait que 9 pièces, donc on m'en demande encore aujourd'hui, alors qu'au départ c'était vraiment le truc de passionné, quoi. Ouais. Et finalement, ça a trouvé entre guillemets son public. Oui, puis ça fait surtout. Ça fait rigoler, quoi. Ouais, c'était cool. Et puis surtout, t'as aussi le côté fonctionnalité qui est respecté. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose de drôle, mais en même temps avec le sérieux horloger, quoi. Ouais, je la mettrai sur l'Insta pour que les auditeurs se rendent compte à quoi elle ressemble. De toute façon, elle est assez bodybuildée, elle est assez imposante, pour qu'on ait une bonne lecture finalement et qu'on fasse ses œufs dans de bonnes conditions. Exactement. Ceci dit, je pense qu'on est beaucoup de gens qui ont des plongeuses se servent de leurs lunettes unidirectionnelles pour le temps de cuisson des pâtes, du riz et des machins. Donc, c'est pour ça, figure-toi que la Picobello est une timer watch, notre dernière création, et c'est une lunette bidirectionnelle qui sert de timer. Ça, je trouve ça génial. Et j'adore cuisiner, donc en fait, si tu veux, tu peux faire rêver un aviateur peut l'utiliser pour tirer des bords, etc. On est passé du raid à la casserole, hein, vous remarquerez quand même. Et ben, tu sais qu'il n'y a pas de saut métier, puisque tu parles de casserole. Là, qui dit, tu sais bien un métier qui est noble et que je respecte, c'est bien. La cuisine, c'est absolument phénoménal. C'est incroyable. Incroyable. Je parlais du parallèle entre les vins de Bordeaux et les métiers de bouche en général. Et les métiers de bouche, c'est d'ailleurs tu parles de précision, de qualité, de taille. C'est fabuleux. Neuf pochés, c'est pas simple à faire. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'aime me rompre à l'exercice de temps à l'autre. Non, alors là, c'est vraiment des métiers qui sont infiniment respectables et qui sont revenus sur le devant de la scène, comme des métiers d'artisanat aussi, qui sont maintenant des métiers qu'on estime, alors qu'il y a encore 10-15 ans, en gros, c'était un peu la voie de garage, quoi. Et maintenant, c'est devenu le truc. Et je trouve que ça a repris ses lettres de noblesse et c'est une bonne chose. C'est comme tout, en fait, quand tu pousses ta passion jusqu'au bout et que tu arrives à une maîtrise, quand tu entends des grands chefs, il y a tous les fondamentaux à avoir, et puis ensuite, tu as la recherche de chacun, qui est gustative, évidemment, mais qui va jusqu'à la recherche esthétique, et c'est un ensemble de choses. Je suis en admiration devant ces métiers. D'ailleurs, tu as beaucoup de points communs avec l'horlogerie, quoi. Exactement. Ouais. T'as la précision, la notion de gestion d'équipe, de différents savoir-faire que tu vas coordination, chef d'orchestre aussi, la même façon. T'as beaucoup de choses. Ouais. Et puis, il faut savoir servir chaud aussi. C'est comme pour les modèles, il faut les sortir au bon moment. Et qu'on parlait d'horloger comme la partage d'une passion, et effectivement, les horlogers aiment bien se retrouver autour d'une bonne table. Pour partager des mets délicieux et des bons vins et parler d'horlogerie. Et moi, je sais que j'en parlais avec les personnes à qui je déjeunais aujourd'hui. Un de mes grands plaisirs, c'est de recevoir et de faire à manger à mes amis. Je trouve que c'est la plus belle marque d'amitié et d'amour qu'on peut donner. C'est personnel, c'est là que tu vois la générosité. C'est un plaisir incroyable. En fait. C'est une forme de générosité que j'aime beaucoup. Tout à fait. Vraiment, c'est incroyable. Et bien écoute, donc il faudra faire la Eggmaster. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre pour le steak aussi, saignant à point? J'ai quelques idées. Je continue à réfléchir. On parlait du temps de développement en fait d'une montre. C'est plutôt le temps qu'une idée va mûrir, qui est long. Oui. Et puis après, tu te dis, c'est le moment de le faire, quoi. Et là, tu travailles d'arrache-pied à 100% sur le projet. Et t'as qu'une envie, c'est de faire naître de nouveaux projets, quoi. Mais ça peut prendre des années. Parfois, ça peut prendre des années, comme parfois, ça peut aller vite. Moi, je vais te donner un exemple. La création du podcast, ça a pris... entre le moment où l'idée est arrivée, j'ai voulu le faire, ça a dû prendre quelques semaines à peine. Le Time Fest, par exemple, entre l'idée et le fait de faire, ça a dû prendre une semaine.
Donc, et parfois, il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps. Mais c'est parce que tu es à maturité de la décision. Ouais, c'est marrant. Et tu as l'impression que ça vient bim dans la tête comme ça. Finalement, c'est une somme de choses implicites auxquelles tu n'avais pas percuté et qui finalement éclosent au même moment. Tu avais un déclic. Tout à Exactement. Fait. Parmi la gamme, toi, MAT ou MAT, comme tu veux, est-ce qu'il y a un ou deux modèles que tu aimes particulièrement, qui te rappellent des souvenirs, qui en tout cas font écho à des moments de ta vie ou à des moments de développement, pour lesquels tu as une forme de tendresse? Alors j'ai de la tendresse pour tous les modèles que je développe, et chaque modèle correspond à des moments de ma vie, effectivement. Mais c'est un cheminement, en fait. J'ai construit la marque sur des choses, sur l'envie, sur la passion, etc. Alors je porte toujours le dernier modèle qui est toujours en gestation, c'est-à-dire qu'on a toujours un prototype numéro 1, numéro 2, etc. Donc la dernière est toujours la plus importante. Enfin, elle est toujours importante sur le moment parce on travaille dessus et il faut y réfléchir. J'ai tendance à dire que plus on regarde une montre, plus elle va être belle. Ouais. Donc il faut la porter au quotidien, voir comment. Et on la regarde à peu près 200 fois par jour. Donc et c'est pas qu'on est pressé, qu'on regarde l'heure, c'est qu'on regarde sa montre tout simplement. 95% du temps, je suis incapable de dire l'heure alors que je viens de regarder ma montre. C'est ça. Et mais il y a effectivement, donc j'ai quelques montres, j'en ai fabriqué différents designs. J'ai fabriqué sous mat, je dirais 5-6 lignes de produits. Alors d'abord je les aime toutes, puisque ce sont mes enfants. Sinon je les sors pas. Ce sont mes enfants. C'est c'est toujours le dernier bébé, ouais, effectivement. Il faut que d'ailleurs t'es content de la sortie de la dernière montre, et surtout on parlait de la phase de développement, puis ensuite la phase de présentation au premier cercle puis au public. L'enfant est bien né, vive le nouvel enfant. Je suis vraiment. Ouais, déjà solution, on va en profiter un petit peu, on va le voir grandir. Et c'est ce partage que tu as avec ta communauté ou avec les nouveaux, les collectionneurs qui ne te connaissent pas, d'échanger sur ta passion et sur le dernier modèle, quoi. Ouais, d'accord. Moi, j'ai dans ma collection personnelle de mes fabrications, j'ai une dizaine de montres. Je suis assez difficile, on va dire. Ouais. Et en fonction des saisons, je porte différentes montres. D'accord. Il y a quoi? Il n'y a pas un ou deux modèles qui, si tu devais résumer ta carrière, un ou deux modèles, il n'y en a pas un ou deux qui... Les autres enfants ne seront pas jaloux. Pas qu'ils parlent entre eux quand je ne suis pas là. Cet homme est fou. Non, en fait, je peux pas en mettre une au-dessus des autres. Mais c'est bien, c'est vachement sain quelque part. Après, on sent une évolution aussi au niveau du style, même si on sent également les racines de maths, quoi. Entre la première et la dernière, il y a un lien de parenté, quoi. Ouais. Il faut savoir que je fabriquais des montres très fines pour les Suisses. Et je suis parti dans des pièces opérationnelles très techniques, etc. J'ai eu la volonté d'ancrer la marque sur des montres d'aventure. Ouais. Et puis après, j'ai voulu montrer que je savais faire des choses plus fines. Puis après, je reviens à mes premiers amours, je fais des choses plus techniques, etc. En fait, je trouve qu'il y a du bonheur dans la variété aussi, avec une ligne, il y a une identité propre à la marque. Et puis en fait, on est en réflexion permanente concernant le design. Pendant longtemps, tu as été sur ces cornes massives qui te caractérisaient et qui caractérisait tes gammes finalement. Enfin, je pense, moi c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas, je me suis peut-être trompé, mais... Je suis fan des années 70, je suis né en 1970, et donc il y a des pièces des années 70 que j'adore. J'ai commencé avec des formes tonneaux, et donc quand j'ai cherché, donc j'en ai fabriqué quand même quelques... voilà. Ouais. Quelques-unes, Quelques-unes. J'avais envie de rester sur cette forme tonneau, mais de créer des cornes. Donc là, j'ai quand même eu de gros maux de tête, parce que c'est... C'est bien de croire, oui. Mais non, mais donc tu pars sur de la 3D, sur des prototypages, etc. Et puis c'est pas pareil entre la 3D et ce que tu as dans les mains après. Exactement. Ça n'a rien à voir. J'ai mis 3 ans de prototype et de 3D avant de trouver la solution technique à la forme que je voulais créer. Ouais. J'imagine, ça a dû être quelque chose. Matt, aujourd'hui, c'est des montres qu'on peut acheter comment, concrètement?
En fait, on a un réseau de distribution traditionnel. On est aussi présent à l'étranger. Donc en France, on a une vingtaine de points de vente, de partenaires. On se rend compte que ça prend un temps fou parce qu'en fait, c'est de partage de passion, etc. Et quand tu es dans des marques plus niches, au final, faut connaître. Il faut que le vendeur aime ta montre, aime ta marque, sinon elle reste dans un corner et ça bouge pas. Exactement. Et je te dirais qu'il faut une relation quasiment personnelle, amicale. Et il faut entretenir le truc aussi, le réseau. C'est du boulot, hein. Tout comme la personne qui porte des marques de montres va avoir la passion pour les marques qu'il propose et il va pouvoir conseiller sa clientèle. Donc c'est aussi là une chaîne de confiance. Et donc ça prend un temps fou de créer son réseau, de se faire c'est toi qui fais ça ? Son réseau d'amis. Alors, je le fais pas suffisamment puisque je peux pas m'occuper. Être au foin au moulin. Il y a beaucoup de métiers différents. Je le fais pas suffisamment. Je le fais aussi à l'export puisque notre premier marché à l'exportation c'est le Japon. On exporte depuis toujours puisque moi j'ai vécu à l'étranger, j'adore ça. Donc on est à Singapour, on est en Indonésie, on est en Angleterre, on est au Danemark, etc. D'accord. Ah ouais. Tu vois, depuis le Covid et la fameuse Eggmaster, je voulais être plus près de ma communauté, me sentir plus libre. Et la digitalisation n'exclut pas un réseau de qualité, mais te permet justement plus de liberté. Je me suis rendu compte en fait avec le confinement que je courais toujours après le prochain avion et que j'avais un peu moins de temps pour moi-même et que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Donc je suis revenu à des choses un peu plus essentielles. D'accord. Donc je suis encore. Tu te préserves davantage, tu veux dire un peu. Je suis encore plus dans le développement produit. Ça c'est l'âge, ça. Tu commences à être. Il est certain qu'il faut voyager et ensuite cultiver son jardin. Tu as raison. Et se reposer. Non, parce qu'en fait, j'en profite pour faire des choses plus mer et montagne, plus retour aux sources et la nature. Je trouve que il y a un côté équilibrant, quoi. Et tu te rends compte en plus, avec le temps aussi, que t'as pas besoin de faire 5000 km pour trouver ça, finalement. On a quand même la chance d'être dans un pays où tous les 150 bornes, tu changes de paysage. C'est magnifique. C'est dingue. Moi, ayant vécu en Asie, si tu veux, c'est en rentrant 4 fois par an, puis 8 fois par an. Je me suis rendu compte qu'en fait, on était juste trop bien. Tu te rends compte ? Moi, j'aime bien la France, la Suisse, l'Italie. Non, mais on adore voyager, c'est pas ça. Mais c'est vrai que à des distances très courtes, tu peux changer de paysage. Tu fais 150 bornes, tu changes. Le sud-ouest, t'as le Pays Basque, t'as les Landes, t'as la Gironde, après t'as tout ce qui est Île de Ré un petit peu plus au nord, après t'as la Bretagne, qui elle-même est différente, la Normandie, le nord aussi, dans le centre, t'as les Pays de la Loire. Mais magnifique, en fait, magnifique. C'est incroyable. C'est fou. Donc, beaucoup de gens partent avec des EasyJet et compagnie, se taper des trucs, machin. Alors c'est très bien, je l'ai fait aussi, je le fais encore, hein, c'est pas ça. Alors que tu peux faire des trucs à 200 bornes de chez toi et complètement dépaysé. Donc ça fait ça le week-end dernier avec mon épouse et on a halluciné de voir la différence. On a fait 200 bornes, quoi. Ouais. Et t'as l'impression de voyager. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Et tu peux le faire à vélo, en marchant. Et t'as pas le jet lag en plus, c'est trop bien. T'as pas le jet lag. Donc la marque a 20 ans. Et tu t'es dit à 20 ans, il faut que je marque le coup. Tout à fait. C'est l'âge de la maturité. 20 ans en tant que marque. Ah voilà, parce que je voulais pas te vexer, mais je me dis merde. C'est déjà. Donc 20 ans, tu te dis je sors un modèle, je sors quelque chose. C'est l'âge de la liberté pour la marque en fait, et je voulais imaginer une pièce qui aurait pu exister avec tout ce que j'ai fait, toute l'expérience que j'ai, d'être parfois aussi un peu prisonnier de tes carcans, des valeurs de la marque, etc. Donc c'est de dire je repars d'une copie blanche et je mets la somme de toutes mes expériences, qu'est-ce que j'ai envie de développer maintenant, j'ai envie de quelque chose. Donc en fait je voulais une montre technique quand même, et je voulais élégante. Et donc je suis parti sur le diamètre le plus contenu possible, mais qui reste extrêmement lisible. Je la voulais bien étanche, mais relativement fine, etc. Donc c'est des choses, c'est des choix polyvalentes, quoi. Voilà, mais c'est des choix techniques parce qu'en fait, elle doit la faire élégante et technique. Mais t'as des choses qui sont, toi, une étanchéité, il faut, si tu veux être étanche à 200 mètres, il faut 2,7 mm de versaphire. Donc c'est compliqué de la rendre élégante parce que tu la veux fine. Donc il te faut choisir un mouvement plus fin, différent, plus fin, etc. Donc plus cher. et donc plus cher également. Mais donc c'est cet arbitrage qui m'a intéressé de réaliser avec la Picobello et de faire une montre à la fois technique et élégante.
Pourquoi Picobello? Écoute, ça faisait des mois que je cherchais le nom. Je voulais quelque chose de fun. Alors j'ai cherché pendant des mois et je peux dire qu'on a travaillé à plusieurs sur le nom. Ouais. Vous savez, les valeurs qu'on voulait incarner. Je voulais un twist un petit peu latin, etc. Italien. Faire chanter un peu le truc, quoi. Tu sais, on est parti sur des couleurs. Les couleurs de luminescence, c'est de l'ivoire. C'est une patine qui serait... tu peux pas définir un âge à la montre. Le jaune, le bleu cyan, on est parti sur des couleurs, les couleurs primaires. Je voulais quelque chose de vraiment épuré, technique, sans chichi, sans fioriture. Ouais. Et donc je cherchais un nom en adéquation avec ça. Et puis c'est mon fabricant de mouvement. Parce qu'on est finalement parti sur un mouvement chez Soprod qui est un mouvement décoré. On a personnalisé la masse, etc. Ouais, elle est belle la masse d'ailleurs. Hein. Ouais, d'ailleurs il me dit je te l'ai fait Picobello. J'y vais, c'est vraiment mon truc. Je l'ai fait Picobello. Elle est Picobello. Je voudrais faire ça au resto en fait. Je restais avec Picobello s'il vous plaît. En fait ça veut dire tip top. C'est en fait une signification positive dans à peu près toutes les langues. Ouais. Puis même ça chante, c'est beau. C'est beau comme nom. Et puis un côté un peu fun, tu vois, je voulais sortir qui va bien des sentiers battus, des choses un peu sérieuses. Ça sort un petit peu des clous de ce que tu as pu faire. On n'est pas dans un nom de code, on n'est pas dans un nom aussi professionnel. On est un petit peu dans quelque chose de plus chantant, de plus... C'est différent. On sent que tu es sorti du registre. Même la montre, de toute façon, ne ressemble absolument pas à ce que tu as fait avant. Alors, tu peux trouver quand même des... En fait... Des analogies un petit peu partout. Il y a toute l'histoire de la marque et notre savoir-faire. Mais je voulais effectivement... si tu veux, la liberté que tu as quand tu es indépendant, ça fait 20 ans, ça fait 24 ans que je suis à mon compte et 20 ans que j'ai créé la marque Matt, d'avoir cette liberté de créer avec la somme de toutes tes expériences, mais d'avoir un savoir-faire, mais pas forcément de choses évidentes qui te viennent tout de suite à l'esprit. Écoute, tu regardes donc la lunette, elle est quand même relativement technique, mais elle est très épurée, tu vois. La graduation est la plus fine possible, à 0,25 mm. Les mecs posent ça à la main en Suisse. Donc en fait, une fois que tu as un design, tu as des contraintes techniques, tu dois travailler avec les artisans, etc. Donc en fait, c'est cet arbitrage avec 20 ans de métier en tant que maths qui m'a permis de créer quelque chose d'épuré. En fait, on recherche l'épure. C'est un peu l'aboutissement et le concentré d'une expertise, en fait. Exactement. Tu as mis tout ton savoir-faire dans quelque chose que tu voulais hyper polyvalent, si je résume. Alors, si tu veux, je trouve que je voulais pas faire un effet... je voulais pas quelque chose de outstanding. Je voulais pas un effet wow. Je voulais sobre. Une montre très épurée qui paraît simple au premier regard. Et en fait, quand tu commences à t'attacher à chacun des détails, tu vois que tout est travaillé. C'est exactement ce qu'on voit. Et quand on s'est vu au Time Fest, justement, quand je l'ai prise, et moi j'ai vu tout un tas de choses, l'intégration de la date à 6 heures, avec une date noire, qui fait qu'on a l'impression que c'est l'index un petit peu. Justement, tout ton lumi qui est extrêmement en relief, c'est super joli, la couleur que tu as choisie, ton aiguille un peu flèche, justement, des secondes. Enfin, tu as plein de choses comme ça, ton cadran avec une très belle lisibilité qui est juste glossy, mais à peine, mais pas trop. Enfin, c'est... Tu vois, tu me parles de luminescence, etc. Les aiguilles, c'est mon ami Gilles Bulliard de La Pratique qui les fabrique. Et ça fait presque un siècle que... Elles sont très riches, tes aiguilles. Son usine est à Morteau et ça fait presque un siècle qu'ils font des aiguilles de père en fils. Il sait faire les aiguilles bleuies, etc. Il a un vrai savoir-faire qui a traversé toutes les époques. Et donc en fait, quand toi tu as une référence et que tu cherches un design, j'ai fait ça, etc. Donc, et donc c'est aussi s'appuyer sur le savoir-faire de ces passionnés qui sont des amis, soyons clairs. Je trouve qu'on retrouve la pureté de certaines plongeuses de la fin des années 50. C'est aussi un petit peu une volonté, bien sûr, ces cornes, ce côté un peu presque, un peu skin aussi, un peu plongeuse fin des années 50, mais avec une technicité. Et c'est ça que je trouve génial. Exactement. Et je voulais pas particulièrement faire une plongeuse, mais je me disais... Oui, puis 200 mètres, elle n'est pas spécialement plongeuse, mais elle est plutôt polyvalente. En fait, tu peux l'amener absolument partout, elle est en t-shirt, etc. Elle est élégante, mais en fait, tu peux ne pas séparer de ta montre, quelles que soient tes activités. C'est pour ça que je l'ai pensé comme un timer. En fait, je voulais... Tu sais que les montres sont... on a l'heure maintenant à peu près partout. Donc, on a une montre au poignet parce qu'elle représente des valeurs. Complètement. Parce qu'une esthétique, etc. Donc, en fait, on vend... c'est de l'émotion, quoi. C'est du rêve.
Et moi, j'ai toujours été fasciné par les chronos, mais je n'ai jamais utilisé un chrono parce que tu as des petits compteurs. Ouais. C'est assez illisible. Puis tu vois, avec mon grand âge maintenant, on a du mal à avoir les petits compteurs. Non, mais donc je l'ai pensé comme un gros compteur de chronographe. Ouais. Et en fait, c'est une montre technique, mais qui te montre 3 aiguilles, qui est presque antinomique si tu veux au départ. Et j'aime beaucoup ouais, elle est très simple. J'aime beaucoup ta minuterie et le pourtour justement, l'UMI que t'as fait. Il y a une luminescence qui est absolument dingue, une lisibilité qui est folle, très contrastée. Les aiguilles sont très belles. Les aiguilles, franchement, finissent bien la montre. Elles sont très cohérentes avec la montre. Elle est cohérente, cette montre, en fait. Merci. Je te l'ai dit en plus quand on était en off, je te l'ai dit l'autre jour, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu provoquer cet échange et cet épisode. Alors, le sector dial, en fait, c'est au départ de l'art déco. C'est des années 30, les premières. C'est un beau sector dial, en effet. Et qui est marqué juste l'épaisseur. J'ai rarement vu une épaisseur comme ça. Hein. C'est vrai que c'est vraiment chouette. Alors, tu as l'épaisseur et la largeur, mais si tu veux, là, maintenant, il fait 1 mm exactement de largeur. Mais on a fait des essais à 0,4, à 0,6. Tu veux dire d'épaisseur, c'est ça? Non, la largeur. Vraiment de largeur. Ouais, d'accord. Puis après, l'épaisseur, tu vas discuter. Parce que l'épaisseur, c'est épais aussi. Hein. Alors, il y a 6 couches. Ils peuvent former plus parce que le manteau neigeux, quoi, le truc. Mais tellement 2 couches. Non, 6. Non, parce qu'au-delà de 6, en fait, tu vas casser les angles et t'as pas... en fait, je le monte en volume, mais à l'ancienne, parce que tu as d'autres techniques maintenant, qui s'appellent le cast, qui sont des pièces qui sont injectées. Je trouve ça moins noble. C'est joli esthétiquement. D'abord, ça peut se décoller. Et surtout, là, c'est à l'ancienne. Donc, c'est vraiment pousser jusqu'au bout le concept et aller aux limites du fabricant. Ouais. Et je montrerai justement. Alors, on va faire après une petite vidéo où on va montrer la Picobello. Donc, si vous voulez la voir, on fait une petite vidéo courte qu'on va passer sur YouTube. Et je montre justement, je fais vraiment du close-up où je montre bien justement ce secteur dial et on voit l'épaisseur. C'est vraiment, moi, c'est un des premiers trucs que j'ai vu sur la montre. Hein. Ça la caractérise beaucoup, je trouve. Un cadran, c'est l'identité de la marque. Puis là, ce que tu as fait, c'est un parti pris. C'est-à-dire que je n'ai pas vu ailleurs ce genre de choses, sincèrement, sous cette forme-là en tout cas. Ouais. Et c'est très beau. Et encore une fois, tu as bien intégré ta date. Alors, on va parler après, mais l'acier à la date et les titanes n'a pas la date. Petite anecdote, après avoir travaillé des centaines d'heures, et le designer et moi, j'ai un mec qui me dit, dis donc, elle tombe vachement bien la date, t'as eu du bol. Non, c'est travaillé. T'as eu de la chance, tu sais. Tout est mis en proportion. T'as un coup de bol, elle tombe pas mal. J'adore les gens qui me disent que j'ai de la chance une fois que j'ai fait un truc où je me suis cassé le cul, tu sais. T'as bossé des heures et des heures. Non, mais ça venait du fond du cœur. Je dis oui, effectivement, on a eu de la chance sur ce coup-là. Non, mais elle s'intègre très bien. Franchement, elle est très bien intégrée. Et avec cette minuterie ensuite qui reprend la couleur de la trotteuse, c'est vraiment chouette. Et à noter que la lunette est aussi luminescente. Les graduations de la lunette sont luminescentes. Et oui, t'as la finesse de la lunette, mais aussi l'efficacité de cette lunette, quoi. Elle est utile. Donc on pose le luminescent à la main en Suisse. Et j'avais cette anecdote d'une marque célèbre qui descend jusqu'à 0,18 pour poser à la main le luminescent dans l'index des cadrans. Elle me disait, en fait, il transpire quand les dames en production transpirent. Elles doivent faire des pauses régulièrement parce que ça les rend dingue, ouais. Donc en fait, ils doivent, si tu veux, pour expliquer la spécialisation de la pose du luminescent, ils vont fabriquer leurs propres outils. Donc c'est-à-dire que la pointe de la seringue doit faire 0,17 ou 0,18. Putain. En fonction du design de la montre, etc. Donc tu fabriques tes propres outils pour arriver au résultat. Comme ça se faisait beaucoup à l'époque d'ailleurs. Hein. Comme ça se fait encore quand tu veux. Beaucoup, comme d'autres marques ont fait beaucoup, ZRC, etc. En fait, tu crées tes propres standards. C'est dingue. T'es nos limites. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et corne percée, ça fait plaisir. Moi j'aime bien. J'adore. Ça c'est renforce le côté tool. Esthétiquement, il y en a qui est moins, mais je trouve que c'est un petit clin d'œil au passé. Une fonctionnalité utile. Tu changes les bracelets plus facilement. Et surtout, tu as des pompes renforcées. Donc, depuis le début, on livre les montres avec 3 bracelets ou 2 bracelets, mais on a ce principe d'interchangeabilité pour s'adapter au mieux à ce qu'on doit faire dans la journée, du sport ou être plus élégant, etc. Et donc, les cornes percées, il y a un côté fonctionnel et ça apporte de la robustesse à la montre. Ça fait partie des points de faiblesse de la montre, c'est l'attache boîte-bracelet. Pour la petite histoire, il y a 20 ans, quand j'ai créé ma première montre, c'est une des premières évidences après avoir fait, moi, je me souviens, je faisais du VTT de descente. Ah, c'est bon ça. J'ai fait du motocross quand j'étais encore enfant. Des points communs. Tu vois. Aime la bouffe, le vin, les VTT. Putain.
Et donc en fait, j'ai perdu la première montre. Moi, elle était déjà incassable, mais je me suis dit, en fait, donc Oui, c'est un point de faiblesse, comme tu dis très bien. Très rapidement, c'est devenu un de nos standards. C'est des pompes renforcées systématiquement sur chacun de nos modèles. Corne percée, d'ailleurs, c'est une évidence, puisque, alors déjà, c'est un petit clin d'œil au vintage, ça c'est intéressant, ça renforce le côté un peu tool, ancienne. Et puis surtout, regarde, une boucle ardillon, par exemple, de montre, a toujours les cornes, en tout cas pour les extrémités percées. Ouais. C'est plus robuste quand complètement. Il y a une raison, ouais. S'il y a une raison, je trouve ça très bien que tu aies fait ça, franchement, avec le petit chanfrein pour montrer que bon, on est brut de décoffrage, mais on est quand même un petit peu délicat. Dans le détail, tout à fait. On sait faire. On sait faire un petit peu, voilà. Et alors surtout, ce qui est important de souligner, c'est qu'avec cette Picobello, et moi c'est un peu comme ça que je l'ai vu, je sais bien ce que tu en penses, tu as voulu faire quelque part plaisir aux amateurs de la marque. Aussi. Fait, ouais. C'est pas juste je sors une montre pour les 20 ans, etc. Tu as voulu faire plaisir déjà en sortant, franchement, un design, moi, que j'adore. Je te dis en toute honnêteté, c'est pour ça que j'ai aussi provoqué le truc et l'épisode, parce que je trouve sincèrement que c'est une réussite. Mais tu as voulu faire un. Ouais, vraiment, sincèrement. C'est aussi pour ça que je le fais d'ailleurs, c'est pour partager, quoi. Ouais. Voilà, tu as voulu partager et tu as été plus loin pour partager parce qu'en plus, tu as fait un sacré prix. Hein. C'est incroyable. En fait, si tu veux, d'un côté, j'ai mis ce qu'il y avait de mieux. Wow. À chaque... Ah ouais, c'est un truc en fait, tu sais, en fait, tu peux couper les coûts jusqu'à finir à zéro. Donc, en fait, la qualité, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon produit ? C'est sûr. Et donc, c'est sur chacun des composants, tu as la décision. Bien sûr, il faut rester. Il faut qu'au final, la montre soit proposée à un prix convenable. Bien sûr. Mais à chaque étape de la fabrication, tu te dis j'ai ça, mais j'ai ça qui est mieux. Tu vas. Alors, je vais prendre le truc qui est mieux. Non, mais là, c'est fou. Enfin, sortir. T'as un Soprodem 100 qui est quand même. C'est un super mouvement. Avec une masse oscillante qui est plus fin que les autres. Qui est plus fin que les autres, donc qui est plus cher concrètement. Hein. Qui est suisse, qui est moins exotique. Qui est bien réglé. Tu as en plus une masse qui est ultra travaillée, donc on a un fond saphir. Exactement. Tu as la partie Lumi, les couches de Lumi, clairement, c'est quelque chose qui rajoute au coût de la montre. Exactement. Ça vaut le prix de l'or d'ailleurs, la poudre de luminescence. Non, puis là, tu y as été. On dirait la neige franc-comtoise fin octobre. Mais c'est vrai ça brille. Non, c'est très beau. La nuit. Non, franchement, je dis ça, et donc elle est en acier. Tu l'as proposée en 3 versions. Tout à fait. Tu as proposé 2 versions en acier. Exactement. Avec une lunette inox. En fait, elles ont les 3 les mêmes caractéristiques techniques. Ouais. Les pièces en acier, il y en a 2. Il y a une version Picobello bleue. La trotteuse et la minuterie bleue, en fait. Hein. Et une version magenta. Donc c'est la petite touche de couleur qui fait sa personnalité et son côté un peu fun, on va dire. Les pièces en acier sont effectivement avec date et on a une version à 6 heures. Et donc les 3 sont équipés du même mouvement, ont même les spécificités techniques. Elles ont la même étanchéité, le même design. 200 mètres, etc. Et puis j'ai voulu aussi proposer un produit en titane grade 5 avec une lunette céramique. C'est pas rien ça, hein. C'est le top du top, le titane grade 5. C'est ce que vous avez sur... 2, 5. Pour faire très simple, c'est ce que vous avez sur les montres à 400 000 balles en général. Ça peut me mettre... Non mais je dis à partir de quoi. Oui. C'est plutôt ce que vous avez sur des montres à 4-5K. Hein, donc franchement, tu t'es pas foutu de la gueule du monde. La lunette, alors donc c'est une lunette céramique sur la version titane. Oui, tout à fait. Et c'est marrant parce que l'autre avec sa petite lunette plus classique, côté vintage, c'est très bien aussi. Avec un insert aluminium, mais comme quoi tu vois un petit détail comme ça, comme ça peut aussi changer la personnalité. T'es arrivé au bar là tout à l'heure, t'avais la version, t'as la magenta ou t'as la bleue, je sais même plus. Non, t'as la bleue, pardon. Et on dirait presque une vintage, c'est marrant. Ouais. Et moi là, je poignais la titane avec la céramique, et c'est pas du tout la même montre. Ouais, tout à fait. C'est pas la même montre, c'est dingue. Alors que techniquement, elles ont... Alors que elles ont 99% des composants identiques, on va dire. Et donc, tu la livres avec 3 bracelets en plus. Oui, tout à fait. Ouais. Ce qui est full tropique, cuir et toile. Exactement. Une belle étui de voyage qui est trop bien, où on peut emmener les montres après, ça j'adore. Que j'ai pensé il y a une dizaine d'années, qui est en cuir recyclé. On est le premier à faire ça dans l'horlogerie. Franchement, j'ai vu ça quand... je l'ai pensé comme un étui de voyage, parce que tu sais maintenant...
plus la montre est chère, plus la valise est grande quand tu quittes la boutique. Et moi-même d'ailleurs qui suis collectionneur, il faut savoir que j'ai fait la bêtise il y a 20 ou 30 ans d'acheter des montres et de jeter les boîtes. Ouais, parce qu'à l'époque on n'y pensait pas comme maintenant, c'est pas pareil. Et donc voilà, j'ai pensé à un étui de voyage, en tous les cas un étui qui puisse être réutilisable. Ouais, il est très beau, il est très chouette. Et comme je voyage beaucoup, en fait, je peux présenter mes collections, les différents bracelets, etc. Et je les construis pour qu'ils tiennent dans une poche de veste, par exemple. Ouais, tout est pensé dans T'as réfléchi, hein, t'as bossé. Et je continue de réfléchir, d'ailleurs. Donc, alors, tu sais, des éditions limitées. Tout à fait. Les aciers, c'est 150 pièces, c'est ça? Ou je dis une bêtise? Alors, la Magenta est éditée à 150 pièces. Ouais. La bleue est en commande ouverte, en fait. Commande ouverte. Elle reste dans notre collection. Et la Titane est éditée à 200 exemplaires. D'accord. Donc, gravé sur le dos. Bien sûr. À chaque fois. Est-ce que tu imposes le numéro ou pas? Non, on essaie de faire plaisir au maximum. Mais dans la mesure du possible. Il y a des numéros fétiches, il y a l'agent secret. Alors, l'agent secret vaut 3 fois plus cher. Non, mais en fait, oui, on essaye parce que chacun a son numéro fétiche et tout le monde n'a pas nécessairement le même. Ouais, dans la mesure du possible, oui, il y a le côté de personnaliser au maximum et de faire plaisir, quoi. Ouais, dans la mesure du possible. Alors, c'est marrant parce que c'est là où je reconnais ton côté discret, puisqu'en fait, quand tu me parlais en off, t'es parti du prix remisé, entre guillemets, parce que tu fais en plus, non seulement tu leur offres tu proposes une montre qui me coûte beaucoup plus cher que les autres, et en plus tu l'as proposé à un prix, franchement, que je trouve incroyable. C'est-à-dire que, et toi, tu as commencé par le prix remisé, donc commence déjà par le prix c'est un prix, en fait, départ, et ensuite on va expliquer le prix remisé, comme ça les gens vont comprendre. Par rapport à cette commande, c'est sur 30 jours, ça a commencé le 20 juin, pendant 30 jours. En fait, notre gamme de montres ématées sont entre 1000 et 3000 euros. On a un cœur de collection entre 1005 et 2000 pour des 3 aiguilles. Moi, celles que je vois à chaque fois, voilà, celles qui me plaisent sont toujours autour de 2000 quelque chose. Voilà, donc celles-ci, elles sont positionnées, elles sont dans les mêmes tarifs. Donc la pièce acier est à 1500 euros, 1470 exactement. Et la pièce en titane à 1970. Donc on va dire 2000 euros. Ce qui est déjà positionné au départ. Mais là, tu as fait un effort en plus. Effectivement, en fait, je voulais proposer, j'ai fait ça pour certains professionnels, en fait, quand on fait un produit communautaire, on envisage un prix pour une communauté, une quantité limitée qu'on peut fabriquer en même temps. Donc là, l'idée, c'était de faire plaisir et de proposer un prix canon de lancement. Donc la pièce en acier est à 880. Putain. Au lieu donc de 1470, et la pièce en titane est à 1180 au lieu de 1970. Sachant que déjà au prix public, c'est des prix qui sont relativement agressifs. Non, mais c'est incroyable. Ce qu'on m'a dit dans la profession. Honnêtement, non mais Titane grade 5, Soprod M100, toutes les specs que tu as foutu dessus à 1180, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Donc, édition limitée à 200 pièces. Toi, tu fermes les trucs le 20 juillet, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Ouais, on ferme nos congés, c'est le mois d'août. Donc, ouais, ok. Mais, et c'est une montre qui sera disponible à partir de quand? Pour les fêtes de fin d'année, en fait. Donc au pied du sapin. Exactement. Il y a encore beaucoup de travail avant ça. On pourra faire cuire la dinde. Si tu veux, toutes les fabrications sont déjà lancées. Ouais, d'accord. Et en fait, tu as tout un processus de réception des composants. Tu fais le contrôle de chaque composant, puis ensuite l'assemblage, le contrôle des montres, etc. C'est tout un process qui prend un peu de temps. Mais elles seront sous le sapin. C'est incroyable. Franchement, à ce tarif, et je le dis en toute sincérité, c'est vraiment étonnant d'arriver à une pièce comme ça et à ce niveau-là, à ce prix-là. Mais donc très cool. On peut voir sur ton site, de toute façon, Mer Air Terre. Oui, tout à fait. Pour en voir un petit peu plus de précision sur la montre. À l'avenir, MAT, c'est quoi les grands chantiers? Tu peux nous en parler ou pas? Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est une première étape vers une renaissance. On a nos acquis techniques. Et j'ai envie de sortir un peu des sentiers battus. Donc ça, il y a quand même plus de développement, tu vois, avec des matériaux, avec des mouvements un peu spéciaux, etc. Comme je te disais, ça prend, en tous les cas, en réflexion, en pensée, ça prend un certain temps d'arriver à une idée de design ou de fonctionnalité. Et moi, j'ai très envie de travailler avec des mouvements un peu plus spéciaux, genre, je sais pas, une fonction réveil. J'adore les montres alarmes. Après, j'ai un côté nostalgique, la montre du grand-père, le claquis, enfin, tu vois. J'adore les montres marées. J'aime bien les choses qui sont différentes. Il y a des complications qui sont utiles et d'autres moins. Bon, je suis pas dans l'histoire des quantièmes perpétuels, etc. Oui, même si j'adore ça. C'est pas ton credo, ça. Je trouve ça très joli, etc. Oui. Mais
il y a des fonctions simples auxquelles on n'a pas nécessairement pensé, ou alors tu peux twister un peu le design, etc. Donc j'ai envie, toujours dans cet esprit d'indépendance et de liberté, d'aller taquiner des nouveaux territoires. De régate, un peu, des choses comme Oui, ça. c'est du classique, ça, mais c'est bien, ça, chouette. C'est un milieu très agréable. Ouais. On peut s'amuser en plus à faire des designs dingues avec ça, on peut s'éclater. D'accord, donc les futurs chantiers... J'étais en contact avec un pêcheur professionnel qui a une émission de télé. J'adore échanger avec lui. Enfin, tu vois, il y a des sources d'inspiration avec des amitiés qui se font avec des gens passionnés, quoi. Les montres des marées, comme tu dis, des choses comme ça. Les montres des marées, j'ai toujours... Ça, c'est un truc de fou. Ouais, ça, c'est génial. Il y a un côté un peu romantique dans l'horlogerie. Et là, t'as de la technicité. C'est les éléments, tu vois, le mer-air-terre. Voilà. C'est pousser jusqu'au bout ce concept, quoi. D'accord. Donc, t'as plein de projets dans les tiroirs. J'ai plein d'idées. Il faut les... C'est pour ça que des fois, tu sais, parfois je mets des années, j'ai mis, je sais pas, 10 ans avant de fabriquer ma montre UTC GMT. C'est une complication que j'adore. J'adore aussi. Mais tu vois, les choses prennent du temps, et puis quand tu es prêt, c'est le déclic. Voilà. Il faut faire les choses dans les temps. Ouais, c'est les rencontres aussi qui font le... qui te donnent l'impulsion. Tu fais le déclic parce que tu as déjà réfléchi pendant des années, là tu te dis... Et puis il y a des choses, tu sais très bien, sans les autres, tu peux pas les faire. Et il faut y penser. D'accord. Donc oui, donc plein de choses, plein de projets dans les tuyaux. Exactement. C'est vrai. C'est tout mon plaisir d'horloger, de me triturer l'esprit pour savoir quelle sera la prochaine nouveauté, quoi, la spécialité. Je pense qu'on a fait un tour sur Matt. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de toi et tes goûts ? Passer là-dessus. Alors tu m'as montré, je mettrai la photo sur l'Insta de ta première montre ou celle qui t'a donné le déclic. La l'hypnotique de mon grand-père de 1966. Et ce que je te disais, elle une patine. Elle est géniale. Et j'ai le regard de l'enfant qui voyait la montre de son grand-père à 7-8 ans et je me souviens qu'il la portait sur un cuir de telle façon, etc. Ça c'est magique. Et voilà, c'est ça, c'est la magie de l'horlogerie, c'est de voyager aussi dans le temps. On ne fabrique plus des montres pour qu'elles te donnent l'heure comme à l'époque, mais c'est les valeurs, les valeurs que la marque incarne, mais aussi l'objet, quelle vie il a vu, etc. Donc, la montre de mon grand-père, elle est sacrée, quoi. Voilà. C'est fou parce que tu l'as vu tout minot au poignet de ton grand-père. Il a dû la porter 30 ou 40 ans, je sais pas combien d'années. Pas mal d'années, et tu vois la montre, alors elle est patinée, mais elle pourrait repartir. Tu l'as fait réviser, elle peut repartir. Elle peut repartir pour 40 ans de plus, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Si tu te rends compte, c'est fou quand même. Il est très bien entretenu. Elle est très belle. Et je sais pas qui l'a révisé, mais elle est très bien révisée apparemment. Enfin, elle a l'air d'être très respectée dans le truc. Il y a le plexi est parfait. Le cadran a été juste nettoyé comme il fallait. C'est très beau. Franchement. J'ai réussi à retrouver le plexi de l'époque. C'est un bon celui qui t'a fait ça, je pense. Ça se voit tout de suite. C'est un fils de marin, figure-toi, qui est devenu horloger. C'est vrai ? Un marin très célèbre. D'accord. Kersozon. On parlait de la passion, tu vois. Ce grand navigateur m'a appelé une fois en disant mon fils voulait être aviateur, il a d'ailleurs son brevet d'aviation, de pilote. Puis au moment du Covid, il dit mais on va moins voyager. Enfin, il veut être horloger, quoi. C'est fou. Et le gamin est brillant. Mais je n'ai pu que recommander son fils de partir dans cette voie-là. Il a trouvé sa voie, quoi. Il est passionné. Ouais. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. Moi, j'ai même eu au micro du podcast pas mal de gens qui ont à 30, 40, 45 se sont dit finalement c'est ça que j'ai envie de faire. Et ils ont fait un virage à 180 degrés et ils sont partis sur un truc comme ça. Donc, puis travailler de ses mains, travailler dans sa passion. Puis faire revivre un objet comme celui-ci, par exemple. Tout à fait. C'est magique. Enfin, quand tu l'as récupéré comme ça, tu as dû être fou. C'était. Parce qu'elle devait pas être comme ça quand tu l'as laissé. Hein. Non, mais elle était tellement belle. Mec était elle avait vécu, mais elle était très belle. Le mec, il devait être un peu. Oui, il avait connu quelques aventures ou mésaventures, je ne sais pas. J'imagine. Toi, t'es plutôt vintage ou moderne ? J'aime beaucoup le vintage. C'est vrai ? En fait, c'est bien toute la difficulté de l'horlogerie, c'est de se réinventer. J'ai peu de flash avec des montres modernes. J'ai des flashs avec des montres modernes quand même. C'est pas parce que c'est d'époque que ça me plaît, mais je trouve qu'il y avait une pureté du dessin. C'est ce que tu as voulu faire avec la Picobello, d'ailleurs. Je fais la passerelle, mais c'est ça. Exactement. Ouais. Pour que les gens dans 40 ans aient le même souvenir ému en disant putain, ils savaient faire des trucs à 40 balais quand même, regarde. Après, on n'a pas réinventé grand-chose en horlogerie, en fait. Moi, ce qui me fascine, c'est ces mecs qui, sans assistance technique,
il y a 150 ans, on fabriquait des mouvements ultra compliqués, etc. Ouais. Tu vois, c'est extraordinaire. Ouais. Maintenant, on modernise des pièces, c'est pas toujours de bon goût. C'est pas toujours très heureux. C'est pas toujours très heureux. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a des nouvelles marques d'ailleurs. En fait, je veux pas être nostalgique d'une époque, etc. J'achète des montres vintage de temps en temps et je peux flasher sur une montre neuve. J'ai pas de critères de prix non plus. Ouais. C'est vraiment de l'émotion. Même si je fabrique beaucoup de montres, moi j'ai la même émotion quand je découvre une montre, qu'elle soit vintage ou qu'elle soit neuve, et pas forcément avec une notoriété énorme, un prix fantastique, etc. Quoi. Je suis amoureux des beaux objets en fait. Et tu peux t'achètes quoi dans des opus, sur internet, aux enchères, chez des vendeurs de vintage? Tu fais comment quand tu fais Non, ça? Par des potes, connaissance, par du réseau, quoi. Ouais. Et si tu peux avoir du plaisir avec une pièce à 2, 3, 400 balles, comme Exactement, oui. ça, c'est chouette. Ou une pièce par rapport à une pièce, je te disais, je parlais de la Breitling Levitheimer qui me faisait flasher quand j'étais ado, même si on n'arrive pas bien à lire l'heure dessus. C'est carrément visible. Non, mais j'en voulais une et j'en voulais une de mon année de naissance. Moi, 2 ans après, j'ai réussi. Mais c'était un ami à moi qui voulait s'en séparer, donc il savait que j'allais. C'est à ce côté de transmission en fait, hein. Soit un membre de ta famille, soit si tu dois te séparer, et d'avoir un processus d'achat-vente. Ouais. T'es content de savoir que la personne qui l'a acheté va en profiter autant que toi t'en as profité, etc. Oui, je suis d'accord avec Il y a toi. un côté de transmission, même s'il y a un acte d'achat et de vente, quoi. C'est vrai. Nous, c'est pareil, dans notre cercle de passionnés, parfois on se vend des pièces. Ouais. Ça fait moins mal de la vendre à un copain, parce qu'on se dit, bon, déjà on a une règle entre nous, c'est si la personne la revend, il nous appelle en premier. Ouais. On a une préemption, tu vois, c'est comme l'État, tu vois. Ouais. C'est déjà arrivé, tu vends une pièce et tu peux plus t'en... tu la reveux. J'ai des histoires comme ça, je pourrais t'en parler. Ouais. Si toi, tu devais porter qu'une montre, alors hormis tes productions, est-ce qu'il y a une montre que tu pourrais porter tout le temps sans te lasser aujourd'hui? De retour aux sources, peut-être la montre de mon grand-père, quoi. Ouais, tu reviens à ça. Affect. Ouais. Mais je veux dire, en forme, en design, il n'y a pas une montre où tu dis, oh, quand même, c'est vraiment chouette, quoi. Les goûts ont évolué. Non, j'aimais bien les pièces de forme, et puis je suis moins fan maintenant des pièces de forme. Ouais. Donc elles seraient vraisemblablement rondes. Ah, c'est très dur, hein. Choisir, c'est se priver, tu sais. Choisir, c'est renoncer, c'est ça, ouais, tout à fait, t'as raison. Ouais. Non, je peux pas en mettre une au-dessus des autres. Si ce n'est pour une valeur sentimentale, quoi. Ouais, je comprends. Une spec de montre, enfin un truc vraiment où le critère discriminant, si je puis dire, ou le critère d'éligibilité pour une montre, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un truc où tu vois que tu dis, est-ce que le diamètre, le cadran, enfin, c'est une somme de choses, mais... Moi, ce qui me fait mal, c'est l'inspiration mal faite, ou enfin, on appelle ça hommage. En tous les cas, pour moi, c'est une coquille, ça, je supporte pas. Ouais. Quel que soit le prix, il y a des montres originales avec un design fantastique. Voilà, donc prends un design original, quoi. Et aujourd'hui, à partir de 200-300 euros, déjà, tu peux avoir des montres originales et très bien. Il y a des trucs super, franchement. Mais quelqu'un qui a fait l'effort de créer quelque chose. C'est vrai. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu pourrais nous recommander un bouquin, un film, une chanson? Alors c'est c'est pas un truc de chaque, je te rassure tout de suite, parce que je vois blêmir. La liste pourrait être longue. Ou une citation. Là encore, j'ai du mal à choisir. Ouais. Je sentais bien que je t'ai vu transpirer là. Une citation ou quelque chose qui te représente. Est-ce qu'il y a un truc qui revient comme une lame de fond et que t'aimes bien? Non, en tous les cas, si tu veux, on parlait de musique. C'est vrai que j'ai des choix très hétéroclites, que ce soit de la musique classique, le jazz, etc. Mais en fait, je trouve qu'il y a de la richesse avec la variété. Le fait d'avoir beaucoup voyagé, je n'ai pas d'a priori par rapport à un style de musique, quoi. Et c'est encore une fois, c'est l'émotion que tu ressens. Et si tu veux apprécier une musique entre guillemets moderne, il faut que tu aies plus ou moins il y a l'émotion, mais si tu as des références musicales, c'est quand même plus facile. Et si je devais parler d'un livre pour le voyage, et je pense à Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, par exemple. Référence d'aventure, en fait. Incroyable. Et puis, je te parlais du Vendée Globe, Le Tour du monde en 80 jours. Voilà, on est en plein dedans. J'ai toujours été inspiré par le voyage et par les autres, quoi. Beaucoup de gamins ont été inspirés et ont voulu
voyager grâce ou à cause de ça, en lisant un bouquin comme ça, en voyant la conquête spatiale devant leur petit écran il y a X dizaines d'années, etc. Enfin, c'est fou comme ces choses-là ont fait rêver et fait naître des vocations, concrètement. J'ai des copains de l'aéronavale américaine qui ont clairement la passion de voler depuis enfants. Ils sont allés au bout de leurs rêves, ils sont devenus pilotes, les vrais Top Gun, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. J'ai la chance d'avoir ces amis-là. C'est cool. On s'invite, on partage des beaux moments, on partage des très bons Bordeaux. J'imagine. On écoute de la musique. Et on parle d'horlogerie et d'aviation. On met quelle musique pour annoncer? Peut-être les Rolling Stones. Ah. Tu vas mettre quoi? Ah, t'es d'école Rolling Stones ou t'es pas d'école Beatles alors? Je préfère les Rolling Stones. Ah, c'est bon. Ouais. Les c'est Beatles, bien. c'est indémodable. Oui, bien sûr. Ils ont tout compris. Ouais, les Rolling Stones. Non, on met laquelle? On met tous les albums? Always get what you want. Si t'avais été pour les Beatles, on aurait pu mettre Yellow Submarine pour le Headmaster, mais bon. Ok, bon, tu me laisses le choix des armes ou pas pour Rolling Stone alors? Je te laisse le choix des armes. Allez, on fait comme ça. Écoute, merci pour le temps. Si on veut se renseigner, en savoir plus sur la marque, merertr.com, sur le site, la liste des points de vente, les montres, la Picobello, on va pouvoir voir. De toute façon, je la mets en publication Instagram. Et comme je l'ai dit, on va faire une petite vidéo pour montrer à quoi elle ressemble et comment est la gamme. Mais franchement, petite bombe. Hein. Petite bombe. Moi, c'est moi qui le dis, mais prix cadeau, hein, sans déconner. Quand on voit les specs et la montre, c'est vraiment un cadeau que tu fais à tous les amateurs. Franchement. Donc, merci pour le temps. Et puis, grand plaisir. Longue vie à Matt. Merci. Ciao, Fabrice. Encore 20 ans. C'est 20 ans de plus. Ciao. 20 ans de plus. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide vraiment la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Il faut se prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même. Montaigne. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao!